Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très, très content de vous retrouver. Et ça va être un épisode le fun, je le sens, parce que aujourd'hui, je reçois l'humoriste français, le producteur, animateur qui a tous les chapeaux, Jérémy Ferrari. Jérémy, merci d'être là. Mais avec plaisir. Tu es présentement en tournée au Québec. Je pense que demain soir, tu es à la salle... À Brossard? À Brossard, ensuite de ça à l'Olympia. Ouais. Et le 16, tu vas être à Québec à Albert Rousseau. Ouais, c'est ça. C'est-tu ta plus grosse tournée au Québec depuis que tu as commencé? Oui, en fait, ça fait quelques années que je viens déjà à Montréal. Ça doit faire 6 ou 7 ans, je crois, que je viens à Montréal. J'avais déjà joué le deuxième spectacle, Vente de pièces à Beyrouth, celui juste avant. On l'avait joué 3 fois à Montréal. Et puis ensuite, on a voulu revenir avec Anesthésie Générale. On a tenté une petite salle à Québec. Je ne sais plus comment s'appelait la salle, une petite salle à Québec. Et puis qu'on a rempli très rapidement. Et puis j'ai fait un petit sondage dans la salle à Montréal et à Québec, parce que je suis revenu aussi à Montréal. Et en fait, il y avait pratiquement 70% de Québécois et plus que 30% de Français. Okay, et comme c'est des salles, et puis c'est des salles qu'on avait remplies vite, donc je me suis dit donc c'est les Québécois qui ont pris les places rapidement, plus vite que les Français. Donc on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'essayer d'aller un petit peu dans d'autres salles et puis de développer un peu ici, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Les gens sont le public québécois, il est incroyable, quoi. C'est très généreux, quoi. Puis ça fonctionne bien pour toi, sachant qu'au Québec, il y a quand même beaucoup d'humoristes qui prennent beaucoup de place. T'as un humour qui est plus dur, cinglant. Moi, on s'en parlait en dehors des ondes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que on est dans un contexte de société où il y a une hypersensibilité, puis où de plus en plus d'humoristes ont l'impression qu'ils doivent se censurer. Toi, sans partir en croisade contre ça, tu continues à faire tes trucs comme si de rien n'était, et ça te va bien, ça fonctionne. As-tu l'impression que c'est parce que tu es positionné comme ça que ça continue de bien aller? Ouais, je pense que, tu sais, on a le même truc en France, en réalité. La France, si tu écoutes un peu certains animateurs français ou certains humoristes français, ils vont te dire la même chose, qu'on peut de moins en moins dire de choses, etc. Moi, je crois qu'à toutes les époques, il y a eu des problèmes de sensibilité qui ne sont pas les mêmes, qui bougent, qui n'ont pas la même forme, qui n'ont pas les mêmes ressentis. Les gens n'ont pas les mêmes ressentis, mais en réalité, je pense que ça a toujours été le même problème. Et après, je pense que l'humoriste ne doit pas se soumettre à ça. Il doit justement s'imposer. Et je pense que c'est justement aux humoristes de faire en sorte que cette volonté de lisser les choses, d'éteindre les choses, justement, on doit être là pour dire non et pour dire stop et pour imposer quelque chose de nouveau. Et après, il faut le faire d'une certaine manière pour arriver à s'imposer. Il faut que ce soit suffisamment drôle, suffisamment percutant pour qu'on te laisse parler, quoi. Mais tu es rendu à un point dans ta carrière où les gens comprennent que même quand tu écorches la communauté homosexuelle, même quand tu écorches certaines nationalités, c'est de l'humour. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais après, je me suis imposé de cette manière-là en France. Je veux dire, moi, ça marche très fort en France depuis 12-13 ans, on va dire. J'ai commencé dans des émissions de télévision qui passaient à 18h, qui étaient très grand public, où il y avait des adolescents et des gens très âgés. Et donc, je suis arrivé avec ces sketchs très... Mais les gens ont très très vite compris aussi que c'était de la dénonciation. C'est ça aussi, c'est que ce que je fais, c'est pas gratuit. Ils savent que je viens de milieux populaires. Ils écoutent mes interviews en dehors aussi des sketchs, et ils savent très bien que ce que je fais là, c'est dénoncer quelque chose. C'est-à-dire que quand je traite l'homophobie, le racisme, la misogynie, c'est parce que ça m'agace, parce que ça m'énerve, c'est parce que je supporte pas qu'on puisse exclure des gens. Donc c'est ma manière à moi de combattre. Après, je suis humoriste, donc je tourne les choses en dérision. Si je faisais un tableau, si j'étais peintre, je ferais un tableau pour dénoncer le racisme, on se poserait pas la question. Sauf que ma forme à moi d'art, c'est de faire rire. Alors faire rire, ça veut dire aller dans les extrêmes, ça veut dire être surprenant, ça veut dire comme choquer un peu. Oui, et puis je veux dire, si tu joues un raciste, il faut bien que tu parles comme un raciste, sinon tu peux pas le caricaturer. Si je joue un homophobe, je dois parler comme un homophobe, sinon je peux pas le caricaturer. Donc c'est toujours la même chose. Et puis je crois que l'art, il est là pour ça aussi. On doit choquer. Je sais que vous avez quelqu'un ici qui s'appelle Mike Ward. On fait souvent, on parle beaucoup de lui. Moi, je connais un petit peu son travail que j'aime beaucoup. Je veux dire, c'est aussi notre travail. Après, il faut pas se forcer à le faire. Je crois que ce qui fait que ça marche, par exemple pour moi, c'est parce que les gens... si tu viens voir le spectacle en salle, tu vas voir, je vais très très loin, même avec le public, j'insulte le public, je dis des trucs horribles. Il n'y a pas une once de doute dans la tête des gens. En fait, je pense qu'ils sentent la bienveillance. Je peux dire des choses horribles en étant très bienveillant, en étant avec beaucoup d'amour. C'est étrange ce que je dis, mais c'est vraiment ça qui se passe. Les gens n'ont pas le moindre doute. Mais c'est important de faire la part des choses qui, souvent, n'est pas le cas, particulièrement à l'ère des réseaux sociaux où ce que tu dis,
ton sketch de 10-15 minutes peut être pris en partie. On ne diffuse que 30, 40, 50 secondes, puis on dépose ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu as commencé ta carrière 17-18 ans à peu près. Il y a eu des années plus difficiles. Tu as commencé en Lyon après ça. Mais c'est-tu la résilience et la constance, c'est de continuer à croire à ton type d'humour à toi, puis ne pas t'adapter à ce que le milieu voulait? C'est ça qui fait ton succès? Oui, parce qu'en fait, moi, je viens de milieux, encore une fois, je viens de milieux assez modestes. J'ai grandi dans des quartiers populaires, donc avec justement tout ce qu'on peut, avec des mélanges de gens, des mélanges sociaux, culturels, des gens de toutes les couleurs, des gens de tous les milieux. Donc moi, moi, je viens de ce milieu-là. Et moi, quand je faisais des vannes dans mon quartier, dans ma famille, dans mes écoles, ça faisait rire tout le monde. Donc je ne pouvais pas comprendre quand j'arrive à Paris et que je me retrouve avec des mecs en costume qui n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu et que eux me disent ça ne fera pas rire ces gens-là. J'ai dit mais ces gens-là c'est mes cousins, c'est mes amis, c'est mes potes de classe. C'est pas toi qui sais ce qui les fait rire, c'est moi. Je viens de ça. C'est pour ça que ça me semblait absurde quand je voyais des gens qui connaissaient pas le milieu dans lequel je venais me dire ce que tu fais ça sera pas populaire, ça va pas parler aux gens. Je dis mais je suis les gens. Et au fur et à mesure je me suis imposé là-dedans. Et puis un jour, j'ai rencontré un animateur de télévision, Laurent Ruquier, qui a dit ce qu'il fait, c'est super et on va le mettre en avant et je vais l'imposer. C'est-à-dire que c'est ça la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a imposé à la télévision pendant 2 ans. Malgré parfois des mecs à la direction qui pouvaient dire putain, c'est un peu chaud ce qu'il dit, c'est un peu compliqué, avoir des problèmes. Lui il disait non, laissez-le. Et le public m'a porté de là. Ouais. Et au bout de 2 ans, quand tu as dit toutes les horreurs possibles à 18h sur la plus grande chaîne française et que tu as le public qui est avec toi, ils font des votes et que c'est moi qui gagne, bah, c'est tout. Après, c'est fini. Les gens disent bon, bah, c'est tout. Les gens l'ont adopté. Donc, c'est les premiers temps qui sont difficiles. Et le deuxième temps difficile, c'est quand ça commence à marcher et qu'il faut garder cette intégrité. Parce qu'au début, tu n'as rien à perdre. Moi, j'avais des chaussures trouées. Je fraudais le métro pour aller au travail. J'avais rien à perdre. J'avais absolument rien à perdre. Après, quand ça marche, que tu commences à avoir de l'argent, que tu as acheté une maison à tes parents, que tu as des employés, là, c'est la deuxième étape qui est difficile. Il faut rester intègre aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on te dit, quand tu es en train de négocier des gros contrats, des trucs avec de l'argent, et qu'on te dit il faudrait couper ça, faudrait couper ça, c'est là où il faut rester intègre et dire non, je couperai rien. Je couperai rien du tout. Ouais. Et donc, les 2 étapes, je dirais, les plus difficiles, c'est quand tu n'as rien à perdre. Enfin, quand tu n'as rien à perdre, c'est difficile parce que personne ne te connaît, il faut t'imposer. Et la deuxième étape difficile, c'est quand tu as quelque chose à perdre. Et il faut continuer à rester intègre parce que si tu lisses, si tu acceptes qu'on te coupe une fois, c'est fini. C'est la gestion de cette croissance-là en popularité. Tu mentionnes, tu en parlais un petit peu en dehors des ondes tantôt aussi, tu produis toi-même, tu as ta propre boîte de production, Dark Smiles Production. Tu as une équipe, tu as des employés. Est-ce que tu te voyais comme une business quand tu as commencé à faire de l'humour? Parce que on dirait que c'est un parcours. Tu regardes les plus grands humoristes, que ce soit en France ou au Québec, ils finissent tous par produire eux-mêmes leur spectacle, mais des fois, ça vient plus tard dans les étapes. Toi, tu as décidé de commencer comme ça, justement, pour protéger ton image puis ta façon de faire les choses. Après, je pense que c'est 2 travails différents, que de produire son spectacle, c'est encore autre chose que de produire des spectacles des autres. Ouais. Moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure, c'est que produire son spectacle, c'est difficile parce qu'il faut embaucher des gens, il y a des risques financiers, enfin c'est pas si simple. Ça prend du monde autour de toi qui sont capables aussi de te dire ça c'est un petit peu moins bon, puis toi tu dois être capable de le recevoir aussi, j'imagine. C'est pour ça qu'au tout début, moi de toute façon tous les gens que j'ai autour de moi à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont avec moi depuis minimum 6-7 ans, et pour le plus ancien, mon associé, ça fait 20 ans. Wow. Donc c'est des gens qui m'ont connu quand ça marchait pas et que j'avais pas de succès, et ils ont gardé cette franchise avec moi de me dire alors après quand ça marche, des fois tu le prends un peu plus mal, donc
Quand ça fait 10 ans que ça marche. Quand c'était pas ton idée à toi. Ouais, t'as fait 25 dates devant 6000 personnes et t'as un mec qui dit c'est pas très drôle, ça t'as envie de lui dire attends, c'est pas très drôle, tu sais d'où je viens. Alors, j'ai fait 45 000 personnes en un mois, tu vas me dire que c'est pas drôle. Mais c'est pour ça aussi que c'est important. C'est que justement, c'est pour rester sur Terre. La production de spectacle, le fait d'avoir recommencé à zéro en tant que producteur, d'avoir travaillé avec de nouveaux artistes, d'avoir vendu des émissions de télévision, parce que j'étais un gros artiste, mais j'étais un petit producteur. Maintenant, la production a grossi et on a beaucoup d'artistes, d'émissions, etc. Mais au tout début, il a fallu se réimposer. Et quand tu vas parler à un directeur de chaîne pour vendre une émission de télé, à partir du moment où c'est pas toi qui l'a produit, ils s'en foutent que tu sois Jérémy Ferrari. Donc du coup, c'était bien parce que ça m'a remis aussi les pieds sur terre. Et puis le fait d'être entouré de gens dans les bureaux qui ont des vies normales, tu vois, ça m'a permis de rester aussi ancré dans la réalité, de me rappeler que la vie, c'est pas que des grandes tournées, gagner de l'argent. Donc ça m'a permis de rester ancré dans la réalité. Et ça, je crois que ça m'aide de toute façon quotidiennement sur tout ce que je fais. C'est intéressant. Je m'identifie un peu à toi aussi, dans le sens où quand j'ai commencé, moi je viens du parcours du football américain, pas le football où on fait semblant de se faire mal. Non, je fais des blagues. C'est toujours ma joke. Mais je me voyais comme je me suis dit, je vais essayer de me voir comme un brand. Tu sais, de me positionner pour une après-carrière, puis ensuite de ça, de bâtir un univers dans lequel j'ai du contrôle aussi de ce côté-là. Fait que c'est impressionnant que tu aies été capable de le faire, puis que tu es ton propre blueprint. Jérémy Ferrari, en termes de producteur, c'est ton premier poulain. Si ça fonctionne avec ça, après ça, tu essaies de recréer, j'imagine, le modèle avec d'autres artistes. Puis tu te retrouves avec combien de personnes dans ton écurie? Là, on a 7-8 artistes, dont d'autres qu'on va signer prochainement. Et puis après, on a produit des festivals, des émissions de télévision. Et puis, en fait, on s'est rendu compte aussi que pour être fort, il fallait démultiplier les sociétés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si, par exemple, quand tu vas vendre une émission de télévision, on a les artistes, on a l'artistique, mais on s'est rendu compte qu'on devait appeler une autre société pour avoir les caméras et produire le truc. Et après, on s'est dit, en fait, non, on est vraiment fort si c'est nous aussi qui apportons les caméras et qui produisons vraiment techniquement le show. Donc, on a monté une société de ça. Après, on a les billetteries. On s'est rendu compte qu'on n'était pas fort en négociation parce que les billetteries, on était soumis aux grands revendeurs de billetterie nationale et que c'était dur de négocier avec eux. Donc, on a ouvert notre propre billetterie, ce qui nous a permis d'être plus fort en négociation avec les autres billetteries. Là, tu vas chercher une tête dirigeante de cette division-là pour être capable de bien la chapeauter. Et donc, au fur et à mesure, et maintenant, on est arrivé à un petit groupe où on gère vraiment de A à Z tout ce qu'il y a autour. On a une boîte de création de lumière, de spectacle. Wow. On a monté vraiment tout un petit groupe avec plein de petites sociétés qui nous permettent d'être très forts sur tout. Et on ouvre maintenant aux autres. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant pour d'autres artistes, même qu'on ne produit pas. On fait de la réalisation pour d'autres artistes. On fait de la création de lumière pour d'autres artistes. On fait de la billetterie pour d'autres gens que nous. Et donc, on a démultiplié le modèle. Et ça nous permet aussi d'avoir une maîtrise des coûts. C'est-à-dire que... on a eu une politique, comme moi je viens de milieu assez modeste, je voulais pas que les places de spectacle soient très chères. Je voulais pas vendre des places de spectacle. Ça doit demeurer accessible. Voilà, je veux que ça reste accessible. Et pour que ça reste accessible, il faut que tu maîtrises chaque ligne des coûts. Et pour maîtriser chaque ligne des coûts, il faut que ce soit les tiennes de ligne. Parce que quand tu engages des sociétés extérieures, quand tu fais appel à des intervenants, eux, c'est normal, c'est pas une critique, mais c'est logique, eux, ils veulent faire de la marge là-dessus. Quand c'est ta propre marge, si tu as 10 lignes où tu peux marger, tu peux dire, OK, celle-là, on sacrifie parce qu'on marge un peu plus là, un peu plus là, et l'un dans l'autre, on arrive. Donc, c'est aussi une manière de faire tu vois, les DVD, on les fait à moins de 10 €, les places de spectacle, on les fait maximum à 45 €, 44 €, 43 €. Donc, on est dans des prix très moyens par rapport au show qu'on offre sur scène. Donc, c'est une manière de maîtriser mon artistique, c'est une manière de maîtriser les coûts, c'est une manière de... Et puis, encore une fois, de rester sur Terre. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est génial. Ouais. Quand tu arrives dans un bureau, que tu as 10-15 personnes, et tu te dis, tous ces gens vivent grâce à ce qu'on a monté au départ avec mon associé, juste à être dans une table à deux en disant, est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est génial. Mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Puis le parallèle que je vais faire, c'est des bons joueurs de foot qui deviennent entraîneurs. T'as beau avoir le knowledge, t'as beau avoir l'expérience sur les planches. Maintenant, de se retrouver dans un poste de direction, de gestion,
d'opération, c'est un autre. Est-ce que tu as étudié là-dedans ou est-ce que tu as appris? J'ai rien étudié. Moi, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc non. C'était. En fait, ça me semblait très naturel. En fait, comment ça s'est passé? C'est assez simple. C'est qu'au début, j'avais un producteur et je trouvais qu'il faisait des bêtises. Et donc, je posais des questions en disant mais pourquoi? C'était des trucs tout bêtes. Mais par exemple, la France. Bon, alors. Tu vois, on a 67, 68 millions d'habitants, je ne sais pas exactement 66, bon, je ne sais plus exactement. Mais bon, voilà, on est beaucoup sur un territoire qui n'est pas très, très grand. Et c'est très découpé en régions, tu vois. Et les régions sont différentes, les mentalités sont différentes, les habitudes de sortie sont différentes, etc. Quand tu as travaillé sur une tournée, tu vois bien, selon l'artiste, on va dire que tu as une règle générale des habitudes des gens, puis après tu as des règles qui s'adaptent à chaque artiste. Tu as des artistes qui vont être très très forts dans l'est de la France, pas du tout dans le sud, très forts en Bretagne, on ne sait pas pourquoi, mais pas dans le centre de la France. Enfin, voilà. Et après tu as des règles générales, c'est-à-dire cette population-là sort beaucoup plus que celle-là. Enfin, voilà. Et donc tu dois faire des matrices où tu mixes, on va dire, l'habitude du public de la personne que tu produis et puis les habitudes du public de manière générale. Et donc tu arrives à des choses qui sont assez mathématiques. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu te dis, bon, ben, en Bretagne, les gens sortent un peu moins. Tu as un artiste qui est pas très fort en Bretagne, donc tu sais que typiquement, vu que les Bretons sortent un peu moins et qu'en plus l'artiste est un peu moins fort, bon, bah, tu sais que la Bretagne, ça va être dur. Bon, après, tu regardes tes ventes. Tu sais qu'en novembre, décembre, janvier, c'est là où tu vends le plus. Donc, a priori, ta date en Bretagne, tu vas pas aller la mettre en septembre. Parce que tu sais qu'en juillet, août, tu vas rien vendre. Donc, si le gars est pas fort en Bretagne et qu'en plus, en Bretagne, il sort un peu moins, tu vas pas aller mettre une 2500 places en début septembre. Et donc, si tu veux, ça m'a semblé logique. C'est-à-dire que quand je voyais les tournées, je voyais des erreurs qui étaient faites. Et quand je posais des questions, je disais, mais pourquoi vous avez mis cette date-là à cet endroit-là, puisqu'on sait que machin, ça me semblait tout ça très logique. Et ça m'intéressait. Donc au départ, ce qui s'est passé, c'est que ces producteurs-là, comme on s'entendait plus trop avec eux, on a coproduit avec eux. Donc on commençait à avoir notre mot à dire sur la stratégie de tournée, les comptes, la communication, quel type de salle, pourquoi, comment, à quel... Ça te permet d'apprendre, ça te permet de minimiser ton risque aussi financier. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on donnait des avis et des points de vue, ça marchait. Ouais. Et après, on l'a refait sur une deuxième artiste. Alors, ce qu'on a fait au tout début, c'est que moi, je suis resté produit par quelqu'un, ce qui m'assurait une sécurité financière. Ouais. Et on a commencé à produire d'autres artistes, tout en gardant, moi, le spectacle le plus rentable, il était chez quelqu'un d'autre. Oui, puis ça devient l'espèce de vache à lait. C'était une vache à lait pour essayer d'investir sur d'autres artistes. Et puis ça a marché sur une deuxième artiste, puis un troisième, puis un quatrième. Donc on a vu qu'on arrivait à s'adapter en fonction des gens. Et puis après, on a lancé des émissions de télévision qui ont marché, et puis ainsi de suite, quoi. Et puis après, on a démultiplié le processus. Donc c'était très naturel au final. Bravo. C'est un bel univers. Puis tu as l'air d'avoir le vent dans les voiles. Jérémy, il y a une autre raison pour laquelle tu es sur le podcast ici, c'est qu'on se rejoint à un certain niveau, c'est le combat avec l'alcool. Je ne sais pas à quel moment dans ton parcours tu as commencé à avoir des enjeux avec l'alcool, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. En fait, si je suis totalement honnête avec moi-même, parce que bon, ça fait combien de temps que tu bois plus? Ça fait 6 ans. Là. 6 ans, ouais. Voilà, bah, c'est à peu près pareil. Moi, je suis à 6 ans et demi ou un truc comme ça. Je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, plus je suis sobre et plus j'analyse différemment mon alcoolisme. Il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, j'ai eu un vrai problème d'alcool à 30 ans. Et maintenant, en fait, non. La réalité, c'est que j'ai bu mon premier verre d'alcool en famille à Nouvel An pour l'an 2000. J'avais 14 ans, je crois. Et depuis mes 14 ans, j'ai eu envie de boire en réalité tout le temps. Sauf que je me retenais, le sport, machin. Puis j'avais conscience, je sens. Tu connais cette sensation, cette espèce de boule là qui te demande de l'alcool, et tu as l'impression que tu peux lui donner 12 litres, ça va jamais s'arrêter de te demander de l'alcool. Donc je sentais ça. Et puis donc en réalité, j'ai toujours senti ce problème d'alcool depuis tout petit. Et puis j'ai maîtrisé mais quand on dit maîtriser, attention, hein, il y avait quand même dès que je buvais un verre, ça partait, j'imagine, comme toi, jusqu'au... Moi, avec le sport, j'imagine que c'était un peu comme ça, toi aussi, c'est que je buvais pas pendant ma saison de football. J'avais pas nécessairement soif, mais je buvais pas pendant de longues périodes de temps à cause de l'entraînement, à cause de la performance. Mais quand c'était le temps de faire le party, je compensais pour les semaines, les mois où j'avais pas bu. C'est ça. Alors moi, c'était un peu différent, mais... ça revient au même, c'est-à-dire que je me disais, par exemple, je m'autorise une fois par semaine. Déjà, de toute façon, à partir du moment où tu es obligé de te dire,
je vais m'autoriser une fois par semaine, déjà il y a un problème parce Ouais. qu'en réalité les gens qui n'ont pas de problème d'alcool, ils réfléchissent Ils n'ont pas besoin de penser. Ils n'ont pas besoin de réfléchir à ça. Et puis donc alors évidemment les jours où je m'autorisais c'était totalement exagéré. Et puis vers 30 ans, 29-30 ans, je me suis dit, après tout, je peux boire un petit verre tous les soirs quand même. Alors pareil, hein, je faisais tout mon travail, j'allais m'entraîner, parce que je faisais beaucoup de sport aussi. Alors, bon, pas professionnel comme toi, mais bon, je m'entraînais quand même tous les jours. Donc pour vraiment me déculpabiliser, quoi. Tu vois, je faisais tout ce que j'avais à faire. Et si je finissais à 21h, 22h, 23h, dès que j'avais terminé, je disais, allez, maintenant, je peux boire mon petit verre. Sauf que ça n'a jamais été un verre. Ouais, et c'est là où ça a commencé à être compliqué. C'est que, du coup, effectivement... très vite, on est passé de un verre à une bouteille tous les soirs, une bouteille et demie tous les soirs. Et puis je l'encaissais bien, tu vois. Je buvais une bouteille ou deux, franchement le matin ça allait quoi. Au début. Oh, ça va. Au début. Et puis après, tu commences à faire des crises d'angoisse le matin. Et là, j'ai commencé à mettre un petit peu de whisky dans mon café le matin, en me disant ah ça va, juste un petit peu de whisky le matin. Et puis après, c'était fini. Et après, en un an, après, je me suis mis à boire tout le temps. Ça a dégringolé vite, hein, c'est ça. Ouais, parce que du whisky dans le café, après, tu bois. Du coup, moi, je buvais un café le matin, j'en bois 3. Donc, il y a du whisky dedans, je veux un peu plus de café. et puis après, du coup, à 10h, 11h, tu as un petit coup de pas bien. Donc, tu te remets un petit peu de whisky. Puis après, tu vas déjeuner le midi. Tu commences à boire du vin en mangeant, ce que je faisais pas. Et puis après, tu fais une pause de 3-4 heures. Puis après, tu arrives à 18-19 heures. Et voilà. Et puis après, tu rebois. Et là, tu pars en fête. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvé. Et puis après, donc ça a été la deuxième ou troisième étape. Et après, la dernière étape, c'est là, je me levais. Je prenais un shaker comme tu as là. Je me rappelle toute ma vie. Hein, je prenais des glaçons. Je pilais comme ça, je prenais une bouteille de rosé. Je sais pas pourquoi le rosé. Hein. On m'a toujours posé la question pourquoi du rosé. Je n'ai aucune réponse à ça. Je ne sais pas du tout pourquoi le rosé. Ça me faisait mal au ventre. Je sais pourquoi je buvais ça. Moi, je m'étais mis sur le rosé et je prenais la bouteille de rosé et je versais la bouteille de rosé dans le shaker. Quoi. Et je me rappelle qu'un shaker comme ça me faisait une demi-heure. Quoi. Je buvais ça hyper frais. Et là, c'était terminé. Quoi. C'est fou. C'est souffrant aussi parce qu'après ça, tes journées sont dictées par ces moments-là. Tu planifie ta journée en conséquence. Bien sûr. Moi, c'était l'alcool qui a mené à la cocaïne. Puis même à la limite, l'alcool, pour moi, était un tremplin. Puis une fois que le saut était fait, je pouvais laisser l'alcool de côté. Puis après ça devenait mon espèce de baromètre de... La coke m'allumait. Oh, là, un petit peu d'alcool pour me restabiliser. Puis tu tu parlais de calculer, Moi, je devenais chimiste, là, à un moment donné. Là. C'est comme, OK... hier, je l'ai échappé et j'ai pas eu de fun. C'est parce que j'ai pas pris. J'aurais dû prendre l'ecstasy aussi avec ça. Parce qu'il y a quelques semaines, j'avais mixé avec ça. Puis là, tu deviens. T'es comme un opérateur de laboratoire. Puis tu te retrouves avec toutes sortes d'affaires. Les gens normaux n'ont pas besoin de penser comme ça. Ou l'expression en québécois qu'on utilise, c'est consommer sur les breaks. Tu es toujours en train de freiner. Fait que je sortais au restaurant avec des amis, verre de vin. Puis là, moi, je suis prêt à le finir, mon verre, mais je regarde le tien. Puis là, j'essaie de... Ah oui, d'être trop... Tu sais, pour pas aller trop vite. Fait que c'est devenu très, très problématique. Est-ce que ça a eu un impact rapidement sur ta vie personnelle et professionnelle? Personnelle, oui. Professionnelle, non. Parce que j'ai réussi à... Je ne sais pas... en faisant la chimie, ce que tu décrivais. Moi, je prenais beaucoup je prenais beaucoup de médicaments, donc soit des calmants, soit des stimulants, donc de la cortisone, machin. La cocaïne, j'y ai touché une fois, mais en fait, je savais que j'allais à l'encure de désintox, parce que j'avais pris la décision. Il m'a fallu 6 mois pour y aller, mais 6 mois avant, je savais que j'allais y aller. Et un jour, on me donne de la cocaïne. J'étais dans un bar en train de boire, et il y a un mec qui passe et qui me reconnaît, qui me dit « Ah, ça va, Ferrari ?» Et puis je sais pas, il se penche vers ma veste, puis il me dit « Je t'ai mis un petit cadeau dans ta veste. » Puis j'étais juste avec un copain, on avait dit « On boit pas trop ce soir. » Et on remonte chez moi, on continue quand même à boire un peu, parce que pas boire trop chez moi, c'était quand même boire au moins de 20h à minuit minimum. Et puis j'ai dit « Au fait, il m'a mis quoi dans ma veste ?» Et puis je sors, et puis il m'a mis un petit ballotin de cocaïne. Et je dis à mon pote « Tu sais quoi, on essaye, on a 30 ans, on va plus tomber dans la cocaïne maintenant. » Je dis « Franchement, ça se tente. » J'ai pris une ligne de cocaïne. Mon pote en face, il fait ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on m'avait ouvert une nouvelle porte d'un monde magique. J'ai pris une trace de cocaïne, j'ai dit c'est génial.
Je n'ai plus arrêté de prendre de la cocaïne de 19h à 14h le lendemain. J'avais jamais acheté de cocaïne de ma vie. J'allais dans les boîtes de nuit, parce que du coup, après, je suis parti en boîte, je suis parti partout. Je regardais les mecs dans les boîtes, je suis sûr, lui, il en vend. Ouais. Et je me suis jamais trompé. Je me suis dit, mais mon cerveau, il est incroyable. Je suis devenu un professionnel de la cocaïne en 1h30, quoi. En 1h30, je savais qui dealait, qui vendait quoi, comment. C'était incroyable. Et la descente a été... Le down est terrible. Tu veux mourir, littéralement. Ah, mais j'avais envie de mourir. Ouais. C'était abominable. Je ne savais plus, je faisais que pleurer, je saignais du nez. Enfin, dans un état, c'était une catastrophe. Je me suis vu dans le miroir, j'ai dit... Oh, putain, je dois aller en cure de désintoxication dans 6 mois. Donc, j'ai réussi à... Je me suis dit, il ne faut plus que je reprenne de cocaïne jusqu'à la cure de désintox. Bravo. Parce que sinon, je vais... Mais tu as raison. C'est drôle parce que j'ai été sérieux pour le football toute ma vie à cause que j'étais petit, j'avais des grandes ambitions, j'étais pas particulièrement le plus talentueux. Fait que moi, ce que j'ai acquis, je l'ai eu par le travail. Puis je me mettais beaucoup de pression de... Je dois travailler plus fort que les autres, je dois faire plus de sacrifices que les autres pour pouvoir les battre. Ce qui fait que toute ma jeunesse, moi, j'ai pas vraiment bu, à part une fois de temps en temps quand je compensais, comme j'expliquais tantôt, puis j'ai certainement pas consommé. Fait que quand j'ai commencé un peu sur le tard, là, j'avais fin vingtaine, j'ai réalisé à quel point c'était le fun. Tu sais, l'alcool, oh shit, OK, ça m'ouvre un nouveau monde. Mais la coke me donnait de l'énergie, me donnait envie de parler. J'ai plus d'inhibition, j'ai plus de gêne. Et pour moi, quelque chose qui me donne de l'énergie dans la vie, j'en veux plus. Moi, c'est pas le pote. J'ai pas envie de m'écraser, puis de manger, puis de rire, puis de dormir. J'ai besoin de quelque chose qui va me garder allumé. Et ça m'a donné ça. Sauf que moi, j'ai pas arrêté après la première fois. J'ai couru ensuite de ça, puis ça a été sournois puis graduel, mais au début, même principe, je suis avec quelqu'un qui en a, j'essaye. Puis là, ça continue un petit bout de temps. Puis là, à un moment donné, tu fais exprès d'aller rejoindre cette personne-là parce que tu sais qu'il ou elle va en avoir. À un moment donné, tu commences à toi-même faire le détour pour aller en acheter. Puis à un moment donné, tu en achètes puis tu partages plus avec les autres personnes. Fait que c'est extrêmement sournois. Puis effectivement, le down est terrible. Puis tu te dis, ben plus jamais. Qu'est-ce que je viens de me sacrer une volée? Sauf que 2-3 jours, tu reprends la forme. Et tu dis... Puis ça repart. Et puis tu te dis, je vais mieux gérer cette fois-ci, je vais mieux... Alors, moi, je faisais beaucoup avec les médicaments parce que je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis un drogué du stimulant. C'est-à-dire que moi, je voulais pas des états... je voulais pas des états où j'étais endormi. Je voulais des états où j'étais en forme. Ouais. Et moi, l'alcool, ça m'a jamais endormi. Ça m'a toujours plutôt excité. Et par exemple, tu vois, quand... tout ce qui était joint, tout ce qui m'endormait en fait, ça a jamais. Pourtant, je suis un vrai dépendant, je suis un vrai. Mais t'es dans la performance. Mais voilà, je veux pas de trucs qui m'endorment. Je voulais exactement comme toi, de la stimulation. C'est pour ça que la cocaïne, c'est très très dangereux parce que généralement, les cocaïnomanes sont alcooliques. Hein, c'est pratiquement, je pense que la plupart du temps, il y a peut-être des gens qui prennent que de la cocaïne, certainement. Je pense qu'il y a tout qui existe. Je l'ai fait un bout de temps. Ça, c'est... tu sais, quand on commence à être sobre, on calcule notre journée. Moi, c'est le 6 janvier 2017. Mais auparavant, j'avais essayé d'arrêter. Puis j'avais arrêté l'alcool, mais j'avais recommencé la coke un petit bout de temps. Mais moi, je me vantais à tout le monde. Ah non, je suis sobre d'alcool depuis telle date. Mais tu sais, je prenais d'autres choses. C'était de la triche, évidemment. Mais effectivement, je pense que plusieurs dépendances commencent par l'alcool ou le dénominateur commun. Ben, c'est souvent l'alcool de ce côté-là. Ouais, et puis l'alcool, c'est... Tu sais, c'est marrant parce que moi, avant de rentrer en cure de désintoxication, j'avais vraiment ce truc dans ma tête où je me disais, bon, l'alcool, c'est le moins grave quand même. J'arrivais vraiment... Et je me rappelle même, parce que moi, j'étais arrivé à 6-7 litres par jour. Wow. Ah oui, j'étais... Et je me rappelle que la première fois que je m'assois en cure de désintox, alors tu sais, ils nous font la réunion, il y a un gars qui est là et qui dit, bah voilà, moi je bois 1,5 litre par jour. Et dans ma tête, je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Si j'étais à 1,5 litre, honnêtement, je serais pas là. Ça va? et j'avais encore dans ma tête des clichés me disant la cocaïne c'est pire, l'héroïne c'est pire, le machin. Et en réalité, quand tu as des médecins qui viennent et qui t'expliquent les effets, qui t'expliquent la difficulté, tu t'aperçois qu'en fait c'est sociologique. C'est-à-dire que si demain
demain tu mets la dose d'alcool au prix de la dose d'héroïne et que tu l'interdis dans les boutiques, tu verras des squats d'alcooliques, tu verras des gens qui vont faire de la prostitution pour de l'alcool, etc. Donc tu casses beaucoup de clichés en cure de désintoxication. Et puis la dépendance, ce qui est difficile aussi avec l'alcool, c'est que c'est tellement, il y en a tellement partout. Tu vois, tu arrives au restaurant, c'est bête, mais tu arrives c'est socialement encouragé même. Mais tu arrives au restaurant, vous voulez prendre un apéritif. Enfin, je veux dire, tu arrives au restaurant, tu veux prendre un apéritif, non merci. Ok, vous prendrez du vin en mangeant? Non merci, pas de vin. On les fait au verre si vous voulez. Non, mais c'est gentil. Vraiment, c'est gentil, pas de vin. Pour un digestif? Non, merci. Ça. Vous voulez un dessert? Oui. Alors, dans les desserts, et là, ils te sortent 8 desserts, t'en as 4 où il y a de l'alcool dedans. Je dis, quand même, ça va faire 6 fois que je refuse de l'alcool en un dîner. Mais j'en veux pas aux gens, c'est juste, c'est juste que c'est devenu quelque chose de... C'est pour ça que c'est difficile aussi. Je suis curieux de savoir effectivement comment ça se passe en France. Comment c'est accepté d'être alcoolique en rétablissement en France? Parce que puis peut-être que c'est une idée préconçue, mais puis super cliché, mais tu sais, le vin est bon. Chaque occasion est bonne pour en profiter. Justement, tu parles des digestifs, de ça. Au Québec, ça boit de la bière, évidemment, ça boit toutes sortes de trucs aussi. Les gens sont très éduqués sur l'alcool. Mais pour moi, c'est plus facile ici. Puis moi, je l'annonce haut et fort. Tu sais, de toute façon, j'en ai parlé ouvertement, fait que maintenant, c'est su, mais au départ, je disais, non, moi, je suis alcoolique. Ça crée un malaise rapidement et la serveuse ou le serveur me repose plus de questions. Oh, t'enlèves le verre, puis c'est réglé pour monsieur. Tu sais. Est-ce que c'est bien accepté de t'afficher comme étant alcoolique? Alors, après, honnêtement, je crois que c'est pareil partout. Et je crois que c'est toi qui décides de ça. C'est-à-dire que j'entends des gens me dire, comme j'ai parlé de ça depuis 5-6 ans en France, évidemment, entre les spectacles, les émissions, les interviews, il y a beaucoup de gens qui me rapportent leur propre expérience. Donc je pense que j'ai un point de vue qui est assez juste là-dessus, de ce que j'ai pu entendre et des discussions que j'ai pu avoir avec les gens. En réalité, ce que moi j'analyse, c'est que c'est toi qui décides comment c'est perçu. Ce que je veux dire en réalité, c'est que si tu es mal à l'aise avec ça, je crois que du coup, tu le vis mal parce que tu crées du malaise. Tu vois, il y a des gens, ils veulent pas dire qu'ils ont arrêté de boire. Du coup, ils vivent le truc hyper mal parce qu'ils vont en soirée. Tu veux boire un verre? Non, merci. Pourquoi? Ça va pas? Si, c'est juste que je bois pas. Pourquoi tu bois pas? Parce que là, je fais une pause. Ah bon, tu fais une pause? Pourquoi? C'était... Alors que ce serait si simple de dire... juste dis, en fait, j'ai un problème d'alcool, j'ai arrêté de boire. Et la question, elle est réglée. Et si toi, tu arrives à bien le vivre, ça, je crois que tu peux bien vivre les choses. Ouais. Mais c'est souvent l'entre-deux qui fait que, du coup, c'est malaisant. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool qui veulent pas forcément l'avouer. Et donc, c'est vrai que tu peux être confronté à des gens qui vont... tu vois, mais vas-y, bois un verre, mais enfin, quand même. Et ça, souvent, c'est des gens qui eux-mêmes ont un petit souci et qui veulent absolument pas boire seuls. Y a-tu des gens dans ton entourage pour qui ça a été confrontant? Tu sais, je te parle de mon expérience personnelle, évidemment, mais quand j'ai annoncé que j'allais en thérapie, quand j'ai annoncé que j'arrêtais de boire, certaines personnes avec qui je consommais me disaient « Mais non, mais t'étais pas si pire que ça. Tu penses pas que j'étais pas si pire. C'est que toi, tu le sais que t'es comme moi. Puis ça rayonne sur toi. Là. Si j'ai un problème, c'est peut-être que t'en as un. Est-ce que t'as vécu ça aussi? Ouais. Après, oui, bien sûr. Bien sûr, tu le vis, bien sûr. Je l'ai vécu. Après, moi, j'ai toujours été... En fait, c'est tellement un combat personnel que... Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien d'aller... Moi, je conseille aux gens d'aller... Moi, j'ai fait les alcooliques anonymes, je conseille aux gens d'y aller. Moi, j'y croyais pas et force est de constater que ça m'a fait du bien. Donc, je pense que la parole, c'est ce qui fait du bien. Le fait de se parler tous les deux. On sait qu'on fait un peu partie de l'union secrète des mecs qui ont arrêté de boire, on se comprend. Ça nous fait du bien. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas envie de boire dans 2 heures, mais là, quand on est ensemble, ça fait du bien, etc. Donc, je crois que... Je crois qu'effectivement, tu as tout type de réaction, ça dépend aussi de ton entourage. Moi, j'avais la chance d'avoir un entourage qui en fait, je me suis aperçu, c'est drôle, c'est marrant parce que quand j'étais en cure de désintox et que j'ai arrêté de boire et ça, donc je me suis dit, bon, je vais certainement perdre plein d'amis. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais il n'y a que moi qui bois autant. Je me suis aperçu que j'avais pas tant de gens que ça qui buvaient beaucoup. Ouais. Ce qui fait que ça allait. Et puis après, j'ai mis tout le monde très à l'aise au départ. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dit aux gens, évitez de boire devant moi. Parce que je sentais que ça me faisait du mal. Donc, je disais aux gens, voilà, évitez de boire devant moi. Et puis après, une fois que je me suis senti vraiment à l'aise, j'ai dit, maintenant, ça ne me pose plus de problème. Si vous voulez boire et tout, devant moi, allez-y. Après, j'ai mis une petite règle quand même, c'est que chez moi, quand on vient chez moi,
je sers pas d'alcool. Ouais. Voilà. Donc j'ai aucun problème à aller au restaurant, aller chez des gens qui boivent, aller en soirée avec plein de gens qui boivent, aucun souci. Mais chez moi, Mais si tu viens manger chez moi, je te sers pas d'alcool. Parce que c'est la démarche en fait de me dire, putain, je vais aller acheter de l'alcool pour quelqu'un d'autre. Ouais. Je me sens pas à l'aise avec ça. Et finalement, tu vois, regarde, là j'ai des amis qui sont venus cet été, qui sont passés à la maison cet été. Et j'avais un copain qui est un vrai fêtard, tu vois, qui va faire des festivals de hard rock, de techno et tout machin. Qui Où il y a part des comme ça suppléments, pendant là, 4 jours, il sait plus où il est, il sait plus comment il s'appelle, il sait plus rien de lui-même. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, après ton festival, tu peux venir passer 4-5 jours à la maison. Alors au début, il dit oui, puis après, il se rappelle qu'il va pas pouvoir boire pendant 4-5 jours. Mais je lui ai dit, bah, si on va au restaurant et tout, tu peux boire. Et puis en fait, il me dit, et puis par respect, il me dit, non, tu sais quoi, je vais pas boire pendant que je serai chez toi, c'est cool. Enfin, je sens que c'est pas cool. Mais lui, il dit, c'est cool. Mais je sens qu'il est pas très cool avec ça. Mais en même temps, il peut pas annuler la venue pour ça, parce que sinon, c'est vraiment un aveu d'avoir un problème avec l'alcool. Donc il est un peu bloqué avec ce truc. Et puis en même temps, dire, ok, je viens, ok, je pourrais boire au restaurant. Ok, bah super, je bois au restaurant. Ça, donc il est très. Donc finalement, il dit, je boirai pas pendant 4 jours. Et donc il se confronte un peu à lui-même. Et puis finalement, tu vois. Au bout des 4 jours, quand il est reparti, il fait putain, en fait, on n'a rien bu pendant 4 jours. Je dis bah non. Mais il fait, tu sais quoi, je m'en suis même pas aperçu. Parce que, en réalité, c'est vrai que moi, je me rappelle, avant de rentrer en cure de désintox, j'ai mis 2 heures à pousser la porte. J'étais devant le centre. J'ai mis 2 parce que je me connais, je savais très bien que si j'y rentrais, je boirais plus. Tu vois, je me connais, je savais. Et je revoyais ma vie et je me disais mais je vais pas pouvoir ne pas boire toute ma vie. Je sais pas, je m'imaginais en haut d'une colline en train de regarder un coucher de soleil sur la mer. Je disais mais là je vais pas profiter autant si j'ai pas une petite coupe de. J'étais vraiment convaincu que c'était pas possible. Et au final j'ai dit bon bah on verra, on va faire la vie sans puis on verra bien. J'ai poussé la porte et en fait tu t'aperçois que l'alcool c'est comme tout, en réalité tu l'oublies. Ouais. Le cerveau il est quand même bien fait. C'est-à-dire que si tu expliques à ton cerveau qu'il n'en aura plus jamais, que ce n'est plus une option, il finit par le remplacer par autre chose. Le sport, le travail, peu importe, mais il finit par le remplacer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des envies. Moi, j'ai encore des envies, je ne sais pas toi, moi, ça m'arrive encore de temps en temps. Je suis en terrasse, je passe en scooter, il fait beau, ils sont en train de boire de la DSP. Je fais, ah putain. M'arrête très bien boire une DSP. Mais comme je sais que si je m'arrête de boire une DSP, je finis à 6h du matin avec de la cocaïne en haut d'une table dans une boîte de nuit à insulter tout le monde ou à je sais pas faire quoi. Je sais très bien que ça va pas s'arrêter à cette DSP. Oui, c'est ça. Moi, je peux pas m'assurer. Je me vends l'idée de ce moment-là, mais ça vient avec d'autres scènes aussi après. Je sais que derrière, ça va être c'est l'apocalypse. Mais t'étais rendu là à arrêter. T'en as parlé ouvertement, puis je veux pas te ramener nécessairement dans cette. Non, il y a aucun souci. Mais tu sais. Tu as eu envie de mourir. Ouais. Est-ce que tu as fait une tentative de suicide aussi? Ouais. C'était avant d'entrer en thérapie? Dans le sens où tu savais que tu rentrais en thérapie, puis malgré ça, tu souffrais tellement que tu voulais en finir? Ouais. En fait, ça a été plutôt le déclencheur. Ce moment-là. Après, parfois, les périodes s'embrouillent un peu dans ma tête parce que j'ai eu aussi beaucoup de moments où j'ai arrêté 3 mois de boire. Donc, des fois, je confonds un peu... un peu les moments et les périodes. J'étais à la même place, je te suis. Ouais, là, j'ai des bribes de trucs qui me reviennent des fois que j'avais complètement oublié et tout parce que bon, l'alcool fait aussi ça. Malheureusement, des fois, je perds les années. Je sais plus si c'était en 2012, 2011. C'était dans quelle période? Ouais. Donc, mais effectivement, quand je fais la tentative de suicide, je suis vraiment au pire. C'est-à-dire que là, je me lève, je bois du whisky, ensuite j'enquille avec du rosé, je prends de la cortisone. Et de l'aspirine. Je sais pas pourquoi de l'aspirine. Je me fais des mélanges. Je prends de l'aspirine. Ça me fait rire maintenant. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je mettais de l'aspirine et je mettais de la cortisone dedans avec l'aspirine parce que je me disais, comme l'aspirine, ça fait aller ton sang. Alors la cortisone va me faire. Donc je gonflais, je dégonflais, c'était une catastrophe. Et comme j'étais bourré, je me rendais pas compte, donc je faisais des photos comme ça. J'ai une tête comme ça. Je fais des photos maintenant. Et donc là, c'était vraiment au pire du pire du pire du pire. Et c'est vrai qu'une nuit, il est 4-5 heures du matin, je suis dans un hôtel en tournée. Et c'est là aussi où ça a commencé à pas aller. C'est que avant, j'arrivais toujours à préserver le travail. C'est-à-dire j'arrivais à me retenir de boire avant de monter sur scène où je buvais un verre ou deux juste avant d'y aller. Tu sais, je me disais, j'ouvre la bouteille 10 minutes avant de monter sur scène. Comme ça, j'ai pas le temps de la boire entière, tu vois. Et donc, j'ai toujours su préserver le travail. Et là, j'ai commencé à monter sur scène en ayant beaucoup bu. J'ai commencé à boire avant d'y aller et tout. Et donc là, c'était la pire période. Et en fait, je vais au bord de la fenêtre au départ.
c'est pas pour me jeter, c'est pour voir ce que ça va me faire d'imaginer le saut. Voir si ça me soulage de l'imaginer. Donc mais déjà, c'est absurde parce que je suis à 20 mètres de haut et je suis sur une corniche qui est grande comme ça. Donc je peux tomber, surtout que je suis ivre. Donc Et moi, à ce moment-là, je prends pas de risque. Je me dis juste, je veux voir la sensation. Ouais. Ce qui déjà n'a aucun sens. Et je suis comme ça. Et en fait, le hasard et la chance vont faire que mon meilleur ami, mon associé dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'à l'époque, j'étais avec une fille qui, on s'est disputé, donc elle s'en va. Et donc, elle va voir Michael, mon associé, en lui disant « Écoute, moi, je me barre parce qu'il est insupportable, donc je m'en vais. Mais monte quand même le voir parce que je le sens vraiment pas bien. » quoi. Et donc, quand mon associé va monter dans la chambre, il toque, mais j'entends pas, je suis à la fenêtre. Et du coup, il va ouvrir la porte et il va me voir au bord de la fenêtre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, il va venir, on va parler tous les deux, etc. Il va me dire « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es là ? Blabla. » Et puis, je suis assez cohérent dans ce que je lui dis. Je lui dis « T'inquiète pas, je veux pas sauter, t'inquiète pas. Je fais juste ça pour voir ce que ça me fait et tout. » Exact. Alors lui, il le reçoit autrement. Là. Parce que lui, il a pas bu 6 litres de rosé. Lui, il est comme ça, il est 4h du matin, il se dit qu'est-ce qu'il fait ? Et je me rappelle, tu sais, je suis au-dessus des arbres. Il y a des arbres, il y a des grands pins, comme des pins. Et je me rappelle de lui dire, tu vois, je lui dis cette phrase, il me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Il me dit, tu regardais les arbres et tu disais que c'était des excroissances de la mort. Donc quand tu commences à voir la mort dans les arbres, c'est que ça va pas du tout. Ça va pas bien. Et puis à un moment donné, il me parle et tout d'un coup, je suis tout seul. C'est comme s'il n'était plus là et je ressens beaucoup de joie à l'idée de sauter. Ouf. Je me dis parce que je pleure un peu. Tout d'un coup, je pleure plus, j'ai plus de tristesse et je me dis mais en fait, je vais juste faire ça et dans 2 secondes, libre. Tout va bien. Ouais. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je ferme les yeux et je fais ça. Et il y a Mika qui doit me parler. Je me souviens plus bien, c'est un peu flou. Je sais pas exactement ce qui se passe. Et tout d'un coup, je sens que je glisse. Et je fais comme ça. Et là, je m'accroche aux fenêtres et je me rends compte de là où je suis. Et je fais une crise de panique comme j'ai jamais eu de ma vie. Et là, je me rappelle, je rentre dans la chambre et je vais au plus loin de la fenêtre. Parce que j'ai l'impression que la fenêtre m'attire. Et là, je dis à Michael... Et là, je pleure et tout, je suis dans un état. Et je dis à Michael, il faut m'enfermer parce que je vais sauter. En fait, c'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti... Il y a eu plein de fois où j'ai perdu le contrôle, mais c'est la seule fois où je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que c'est la seule fois où je me suis dit, putain, là, j'ai vraiment failli sauter alors que je veux pas mourir, en fait. Et donc, je vais vraiment faire une bêtise, qu'on appelle faire une bêtise. Et donc là, je lui dis, il faut m'enfermer. Et donc, on avait des dates quelques mois après, on les annule. Et je pars en cure de désintox. Bravo. Et c'est là où c'est en cure de désintox qu'on va me faire mes diagnostics. Je sais que tu es très sensible aussi aux problèmes psychiatriques. C'est là-bas que moi je vais avoir les réponses. Ça t'a donné quand tu as des réponses comme ça, ça vient donner une comment dire, c'est qu'il y a cause à effet, dans le sens où pendant un bout de temps, je sais pas pour toi, mais moi je me dis ouais, je suis fou, tu sais, il y a quelque chose qui est pas normal. Puis là, en thérapie, on va t'expliquer le volet médical, le volet scientifique, biologique derrière, le côté peut-être héréditaire même. Puis ça devient te faire réaliser que, OK, il y a une cause. Tu sais, c'est pas juste que je suis fucké puis que je suis un fou. Tu sais. C'est tout le problème des maladies invisibles, des maladies psychiatriques invisibles. Et c'est ce qui fait que ces maladies, elles tuent plein de gens et que la plupart de ces gens, ils meurent parce qu'ils ont fait des bêtises, parce qu'ils ont fait une tentative de suicide. C'est justement parce que le fait que c'est invisible, c'est très difficile de l'expliquer aux gens. Mmh. Même des gens qui t'aiment, quand tu leur expliques que tu souffres, ils vont te dire, moi aussi je souffre. Mais comment tu veux expliquer à quel point tu souffres ? Chacun juge avec sa propre sensibilité. Donc toi, tu vas dire, mais tu te rends pas compte. La personne va toujours te dire, mais si, je me rends compte. Moi aussi, j'ai vécu ça. Donc c'est très difficile, en fait. Donc très vite, tu n'as plus les mots. Et comme tu sais pas que ça existe, ces maladies, tu comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Et puis surtout, quand tu as un combo, moi, j'ai plusieurs trucs. Donc j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif. D'après eux, je suis au potentiel. Et tout ça fait un mélange. Et là-dessus, tu rajoutes de la vodka, du Red Bull et de la cortisone et de temps en temps de la cocaïne. Ça fait que ton cerveau, c'est la maison hantée, quoi. C'est-à-dire que tu ouvres une fenêtre, machin, il y a un truc qui passe, un autre truc. Et tu ne sais plus
Wow, l'analogie de la maison hantée, parce que c'est ça. Tu ouvres un coffre, il y a un truc qui sort, tu ouvres une fenêtre, il y a un autre truc, puis en même temps tu entends un bruit là, et tu sais plus. Et le fait d'aller voir des professionnels qui te disent on va t'aider, on va juste déjà tout ce comportement là, c'est très certainement dû à ça. Ce comportement-là, c'est dû à ça, ça c'est ça et ça c'est ça. Et parfois, quand ça se mélange, tout ça, ça peut donner ça. Et juste d'arriver à se dire, ok, donc je ne l'ai pas inventé. Il y a une logique. C'est des conséquences négatives de mes comportements, de mes décisions, mais c'est logique que j'en sois venu à ça. Je te coupe maladroitement pour plugger. Tu m'avais prévenu. Oui, tu m'avais prévenu que tu allais faire un truc bizarre avec ce truc. Notre commanditaire Popeyes qui est dans les suppléments. Mais après, ça va me donner un petit lien pour qu'on parle d'activité physique. Capsule Popeyes. Je parle souvent de mes 4 piliers de la santé sur le show, c'est-à-dire boire de l'eau, bien s'alimenter, faire de l'exercice, puis bien dormir. Bien dormir, c'est la partie qu'on contrôle le moins. Tu as beau te coucher à des heures régulières, on ne sait pas quel type de sommeil on va avoir d'une nuit à l'autre. On est overstimulé, des fois on est stressé. Alors voici ma formule à moi pour bien dormir. Du Synermag, ça t'aide à relaxer le corps, les muscles au complet. MindMag, qui m'aide au niveau de l'esprit. Puis Optisum, qui favorise la relaxation. Avec ça, je dors profondément et surtout, je me réveille le matin en feu. De retour de cette magnifique capsule Popeyes, puis sans farce, merci à Popeyes d'embarquer dans ce show-là, dans les discussions. Ça me permet justement de rencontrer des gens comme Jérémy. Je te trouve bon d'être capable, de un, d'en parler ouvertement, et de deux, d'en rire. T'sais, moi aussi, j'aime ça faire des blagues sur la sobriété. Des fois, ça rend les gens mal à l'aise. C'était ma fête de 40 ans il n'y a pas longtemps, puis gros party à la maison, plein de gens que j'aime. Des gens qui m'ont vu avant les problèmes, pendant les problèmes, qui ont eu peur, parce que moi, j'ai chuté et rechuté pendant 6 ans. J'ai fait des thérapies, ça n'a pas fonctionné, tentative de suicide aussi, puis à 40 ans, nous, on a de l'alcool à la maison parce que je me sens assez solide, puis moi, de toute façon, ce que je pourrais pas tolérer, c'est de la coke devant moi. Mais mon point, c'est qu'en plein milieu du party, j'ai un verre d'Atypique qui est mon breuvage sans alcool, puis je dis... C'est un beau moment pour rechuter. Après toutes ces années, fait que ça crée toujours des malaises. Puis le monde, il y en a qui rient, il y en a qui rigolent pas. Il y en a qui ont encore des traces. Je fais tout le temps. On l'a encore fait hier au restaurant. J'étais avec mon équipe et puis il y a Jérôme qui a pris un verre de vin. Puis il était en train de le goûter. Puis il avait une petite hésitation sur le goût du vin. Je fais, attends, et il y a eu une seconde, il déconne. Je peux pas le laisser faire. Et là-bas, ça le fait rire. Ouais, t'as l'air bien entouré. Je veux, tu sais, on a parlé de la descente aux enfers, ton rétablissement. Je sais, passe beaucoup par l'activité physique. Un autre point où on se rejoint. Tu as toujours été sportif, jiu-jitsu brésilien, sport de combat. Tu n'as pas été bouncer aussi? Tu n'as pas été garde de sécurité? Si, j'ai fait avant que ça marche pour moi, j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de taf, j'ai fait beaucoup de travail, mais j'ai fait de la sécurité. Je faisais de la sécurité au Stade de France, j'en ai fait dans quelques soirées privées. J'étais pas le plus costaud, mais j'étais courageux. Mais souvent, ça fait pas. Écoute, je me souviens aux États-Unis, là, j'ai une petite job-in complètement illégale parce que j'avais pas de visa de travail. J'avais mon visa d'études, mais il y avait un pub irlandais en dehors du campus où je jouais, puis moi, j'étais un des portiers. Là, puis j'étais le plus petit de la gang, puis justement parce que j'étais le plus petit, les gens faisaient comme OK, il y a quelque chose avec lui que j'aime mieux m'attaquer au plus gros, mais c'est encore quelque chose que tu intègres dans ta vie pendant que tu es à Montréal. Tu vas aller t'entraîner, si tu me permets de dire, avec Francis Carmon, qui est au contraire, un ancien du UFC, qui a été un de mes partenaires d'entraînement aussi pendant un petit bout de temps. Non, il est génial. Hein. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. En plus, il est tellement gentil. Ils ont ouvert 2 salles. Là, je conseille à tout le monde d'y aller. Les 2 salles sont superbes. Là, je vais visiter la nouvelle, qui est pas très loin du centre, enfin de mon hôtel. Toi, dans le Vieux-Montréal, près de Robert Bourassa, je me trompe. Ouais, c'est ça. Et la nouvelle salle, quand j'y suis allé il y a un an, elle était encore un peu en travaux, elle était déjà belle, et là, j'y vais tout à l'heure. C'est un ami de mon coach, en fait. En fait, moi, là-bas, je suis judoka, et puis ensuite, je me suis mis au jiu-jitsu fighting. Donc, c'est vraiment, on fait le pied-point, c'est là, on va dire, bon, alors après, les spécialistes du MMA vont me dire c'est pas du MMA, mais on va dire que c'est pour les gens qui n'y connaissent rien,
on va dire que c'est le premier step du MMA, c'est-à-dire on a du pied-point, on a du judo et on a du sol, sauf que on tape pas dans les jambes avec les pieds, on a pas mal de règles, on frappe pas quand on est au sol, mais la compétition de Jiu-Jitsu Fighting, c'est on démarre en pied-point, on attrape en judo, on va au sol, voilà. Est-ce que tu fais de la compétition? Je suis en train de me préparer pour y retourner. Ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs que je me suis mis. Mais tu vois, on a été très ralenti parce que d'abord il y a eu le Covid. Donc on a été ralenti pendant 1 an et demi. Et il y a eu un deuxième truc qui est arrivé, c'est que j'étais en train de m'entraîner. Je m'entraînais fort. En fait, je m'entraîne avec Vincent Parisi, qui est un champion du monde de Jiu-Jitsu, qui est un ami à moi. Et en fait, au départ, il me coachait pour un film dans lequel je devais faire un combat de lutte. Et puis, c'est lui qui m'a dit, quand même, tu t'entraînes beaucoup depuis longtemps, tu as un bon niveau en jiu-jitsu, ça serait dommage de ne pas essayer de faire un peu de compétition. Je dis, ouais, pourquoi pas, ça fera un nouvel objectif. Et ça, c'était 2-3 ans après être sorti de cure de désintox. Moi, je pensais que j'étais trop vieux, puis après, j'ai vite vu qu'en fait, dans le combat libre, dans tout ce qui était jiu-jitsu, arts martiaux mixtes, en fait, on pouvait encore être performant plus âgé. Donc, du coup, il m'a motivé. Et donc là, j'ai été très ralenti parce que donc il y a eu le Covid, donc impossible de faire du sparring pendant pratiquement 1 an et demi. Et puis ensuite, j'étais en entraînement, puis j'ai commencé à avoir des douleurs à la hanche à droite. Je dis putain, puis ça passe pas. Il me dit repose-toi une semaine. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup. Et puis deuxième hanche à gauche. Et là après, je me lève un matin et je boite. Et je dis c'est pas possible. Et là j'ai tout imaginé parce que je me suis dit ça peut pas être articulaire. Les deux en même temps, c'est pas possible. Eh ben en fait, si. En fait, j'avais une dysplasie des hanches, une malformation de naissance. Et donc, normalement, ça te donne des problèmes quand tu as 60 ans, 70 ans. Mais si tu fais 3 heures d'arts martiaux par jour et des spectacles qui durent de 3 heures, donc 5 heures d'activité. Ça te rattrape plus rapidement. Et puis, en fait, donc, on m'a mis des prothèses de hanches. Donc là, je me suis fait opérer par un professionnel qui fait que des sportifs de haut niveau. Donc, je suis allé voir vraiment un mec qui fait que des hanches, que des sportifs. Et en lui disant, est-ce que je fais récupérer 100% de mes capacités? Je voudrais la hanche de Ronaldo, s'il vous plaît. Tu sais que en vrai, on n'est pas loin de ça. Hein. C'est un gars qui fait vraiment que du sportif de haut niveau. Wow. Et donc, j'ai accepté de me faire opérer. Et donc, j'ai mis 1 an et demi à me rétablir. Et donc là, ça y est, là, j'ai retrouvé mon niveau. Et là, on rentre de plus en plus dans le dur depuis quelques mois. Et donc, la dernière fois que je suis venu à Montréal, Vincent, qui est très ami avec Francis et avec Georges Saint-Pierre, etc., m'a dit va t'entraîner un petit peu avec eux. Francis a été d'une gentillesse. Et Francis est venu voir le spectacle. Et voilà, on est devenus un peu amis. Et donc là, je retourne m'entraîner avec lui tout à l'heure. Parle-moi de ce rapport-là d'entraînement sur... Tu sais, parce que le sport, pour moi, c'est une thérapie. De l'esprit aussi. Mais ça va chercher la discipline. Tu peux pas te tourner les coins ronds. Tu peux pas te mentir bien longtemps dans le sport. Parce que les efforts vont donner des résultats. Si tu fais les efforts et que ça donne pas de résultats, c'est que tu as peut-être triché à quelque part en cours de route. Tu sais, c'est que tu peux pas trop te cacher. Puis souvent, tu es face à toi-même. Tu peux tricher, par exemple, pour ceux qui font... c'est le seul exemple qui me vient, mais qui font du CrossFit. Tu peux tricher ton temps ou ta performance à tes amis, mais toi, avec toi, tu peux pas trop te tricher longtemps. Puis c'est quelque chose que je trouve beau et qui me permet après ça d'appliquer ça dans les autres sphères de ma vie. Ça, tu sais, là, j'ai une expérience très particulière avec le sport parce qu'effectivement, j'en fais depuis tout petit. Des arts martiaux, j'en ai fait depuis tout petit. Quand j'ai eu 24-25 ans, j'ai commencé à faire des petites compétitions interclubs. J'étais vraiment bon en jiu-jitsu et donc mes profs voulaient que j'aille en compète. Et puis là, ça a commencé à marcher à la télévision et tout. Donc je suis pas allé en compète. J'ai continué à m'entraîner, mais je suis pas allé en compète. Puis après, j'ai commencé à plus être régulier parce que je buvais trop. Donc des fois, j'arrêtais d'aller m'entraîner pendant 2 mois, 3 mois. Mais j'avais toujours mes profs. Toujours mes maîtres qui m'appelaient, me disaient viens t'entraîner, pourquoi tu viens pas t'entraîner, pourquoi on t'a pas vu depuis 3 semaines. Donc ils m'ont vachement aidé. Ouais. Parce que tu vois, et puis je me rappelle d'un jour mon prof, j'arrive en cours, puis tu sais, j'avais dû faire des bêtises dans un bar la veille, donc j'avais des marques sur les mains. Il me dit c'est quoi ça? Je dis il me dit tu viens plus, on veut plus te voir pendant 2 semaines. Et tu vois, et en fait, ils ont été très durs avec moi sur plein de choses comme ça. Après, j'avais plus d'argent pour payer l'entraînement. Ils m'ont dit, tu viens quand même, mais tu viens nous aider le samedi matin et le mercredi matin. J'ai dit, ok. Donc, du coup, je pouvais déjà plus trop boire le vendredi soir parce que le samedi matin, il fallait que je sois frais avec les enfants. Donc, j'ai eu un rapport un peu comme ça au sport qui m'a quand même permis de ne pas descendre. Je pense que ça a ralenti considérablement ma descente. Ouais. Je pense qu'ils m'ont fait gagner 5-6 ans de discipline et de pas trop n'importe quoi. Et ensuite, quand j'ai arrêté l'alcool, quand je suis sorti de cure, je m'entraînais déjà pratiquement tous les jours, mais là, je me suis entraîné vraiment 2 heures par jour, 2 heures et demie par jour. Et puis, j'ai rencontré Vincent qui m'a mis ce petit objectif. Et il m'a dit, essaye d'aller te frotter un peu au niveau. Il me dit, tu t'en fous, de toute façon, ça y est, ta carrière en tant qu'humoriste, machin, t'as des boîtes, t'as machin, t'as
t'as rien à perdre, mais ça va te permettre aussi de pas trop t'embourgeoiser. Tu vois, retourne. Et c'est vrai que, et c'est là où c'est pour ça que je te parle de tricherie, parce que c'est vrai que dans mon club, j'ai un super club. Je suis avec un mec qui s'appelle Yann Kerlan, qui est un champion de jiu-jitsu brésilien. J'ai des super cours et tout machin. Mais j'étais confort. Je suis dans mon club avec les mêmes gars, avec qui j'ai appris, à tourner avec eux. Donc il y a plus trop de difficultés, en tout cas moins qu'avant, toujours avec le prof. Mais tu vois, les élèves, bon voilà, j'avais mon confort. Et Vincent m'a dit maintenant on va voir si tu es fort à l'extérieur de ton club. Oh, shit. et là il m'a fait faire pendant 1 an, j'étais en tournée pendant 1 an, il m'a fait, à chaque fois que j'allais dans une ville, il m'arrêtait avec tous ses copains champions. Donc et le jiu-jitsu fighting, tu dois t'entraîner en pied-point, tu dois t'entraîner en judo et tu dois t'entraîner au sol. Donc t'es pas un spécialiste de sol, t'es pas un spécialiste de judo, t'es pas un spécialiste de pied-point. Ton travail c'est d'être le plus complet Global, possible. Et donc pendant 1 an, il m'a fait m'arrêter dans chaque ville pour aller me prendre des branlées par des champions. Donc je me suis retrouvé au Pôle Espoir judo de Strasbourg avec que des bêtes de judo, des mecs qui ont 20 ans qui veulent juste te buter. En plus t'es nouveau là, je dis c'est qui lui? C'est ça. On va Je ressortais de là, Après je m'arrête à Bordeaux avec Manuel et là je me retrouve avec un champion du monde de sol, et après je m'arrête à Lyon et je me retrouve avec un autre champion du monde machin, et j'arrive au Canada, je me retrouve avec Francis. T'as pas de break. Francis, j'ai fait 1 heure de sol avec lui. Il est grand et gros. Ah, il est dur. Il doit être lourd à essayer de déplacer. Puis en plus, il connaît ça comme un vieux renard. Il est dur. Et puis il est dur, tu vois, ça fait partie de ces gars. Tu vois, j'ai eu la chance maintenant de combattre avec plein de gars de haut niveau, mais le haut niveau, tu vois, les gars du UFC, les gars de... après, on peut débattre sur les niveaux du UFC et tout, mais bon, on fait pas un podcast sur le MMA, mais parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui, voilà, les niveaux. Mais bon, quand même, quand tu combats avec des gars qui font vraiment partie des meilleurs du monde, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je m'aperçois que tu as le niveau club, tu as le niveau un peu au-dessus du club, où ça commence à être cool. Tu as les champions au-dessus du club, et après, tu as les champions des champions. Et les champions des champions, tu te rends compte quand même qu'il y a autre chose que la technique, le talent et tout. Il y a même un truc dans le corps. Francis, il est dur, tu vois. Il te fait mal. Même s'il veut pas te faire mal, tu vois, tu combats au sol avec lui, tu sens que tout est rude, quoi. Puis à travers les champions des champions, puis peu importe le domaine, que ce soit dans le MMA ou au football ou même dans les autres sports que j'ai côtoyés, je trouve qu'il y a un dénominateur commun, puis c'est de un, le côté complet d'être capable d'avoir la bonne intensité au bon moment. Dans le football professionnel, c'est d'être capable d'aller à 100 000 à l'heure, mais en contrôle. Tu es en contrôle et tu es conscient de ce qui se passe devant toi. Puis tu sais, j'écoutais un des derniers combats de Izzy, tu sais, dans le UFC la semaine dernière, puis il se fait frapper, mais il voit tout. Quand même, il voit les choses se développer. Donc, c'est d'être capable d'être dans la tempête, mais la tempête est au ralenti tellement tu l'as pratiqué. Puis ça, c'est une belle analogie pour dans la vie aussi. Tu sais, je sais pas de quoi ont l'air tes journées, mais je peux imaginer qu'elles sont occupées en tant que producteur, que chef d'entreprise, de talent aussi sur les planches, mais d'être capable, une fois de temps en temps, de snap out, d'avoir une vue d'ensemble, puis OK, je travaille bien. Ou peut-être j'ajuste de cette façon. Et puis l'humilité, hein. T'as raison, parce que c'est des leçons d'humilité qu'on t'enseigne. Tu sais, la scène et tout, quand t'as la chance de remplir moi, je les remplis pas encore autant ici, j'espère un jour peut-être, mais si le public québécois m'adopte. Mais c'est vrai, quand tu fais des grandes tournées, que toutes les boîtes marchent, les tournées, tu fais des tournées incroyables et tout, t'as vite fait d'être un peu ce qu'on appelle hors sol, tu vois, ou même si tu veux rester humble, mais t'es entouré d'une équipe aussi qui te félicite, puis voilà, j'aurais besoin d'un café, mais je m'en occupe. Oui, t'es quand même bordé, et puis l'argent facilite aussi les choses, tu vois. Moi je sais pour le coup, moi j'ai vraiment la valeur de l'argent parce que j'en ai pas eu pendant des années, donc la vie est plus facile, et puis t'es congratulé, t'es fier de toi, t'as une fierté personnelle. C'est pas forcément malsain, mais t'es dans un confort. Quand après tu mets ton kimono et que tu te retrouves en face de Francis Carmon, oui, on te ramène rapidement sur le ça te rappelle quand même que t'es pas un dieu et que tu peux aussi te retrouver comme ça. Arrête. Et le sport, pour ça, c'est très bien, parce que même la douleur physique, ça te rappelle que t'es juste un être humain, et que t'es fort, mais que t'es fragile aussi, et que
tu peux être très bon et très mauvais, et pour le coup, tu payes. Tu vois, là, je suis en décalage horaire, je sais très bien, même là, ça va, parce que je suis un peu dans l'euphorie, je suis content d'être avec toi, tout ça, mais je sais très bien que je vais payer la nuit de 5 heures, je vais la payer tout à l'heure avec Francis. Bon, même si j'avais fait une nuit de 12 heures, je suis Mais pas tu sûr vas que ça être fier change de l'avoir grand-chose. fait quand même. Mais je serais fier de C'est l'avoir ça. fait quand même. Parce Et que tu sais que tu as fait quelque chose qui est bon pour toi, puis pour des personnes comme nous qui se doivent de garder le cap, ben, on doit un petit peu compenser ailleurs. Tu sais, puis c'est souvent ce que j'explique aux gens, c'est que moi, j'ai encore plein de... Je suis encore maladroit dans plein de trucs. Je suis encore trop intense dans des trucs, mais je le suis dans des trucs qui peuvent pas me nuire trop. Tu sais, je peux me blesser à l'entraînement. Il peut m'arriver telle affaire. Mais c'est quand même moins pire que de rechuter puis de vouloir mourir. Mais c'est sûr. C'est marrant ce que tu dis parce que je le dis souvent, tu vois, les gens quand ils me disent mais t'as monté 6-16 sociétés, tu produis, je sais pas, 10 artistes, des festivals, t'as une tournée, tu fais 270 dates de tournée dans un spectacle qui dure 3h15 parce que c'est pareil, je peux plus quitter la scène donc je fais des spectacles. Donc tout ça est trop intense, tu vois, le sport j'en fais trop, tout est trop, tout est trop tout le temps. Mais c'est plus viable que trop de rosé. En fait, je peux trop travailler, je peux être fatigué, je peux frôler le burn-out tellement j'ai travaillé, tellement j'en ai demandé à mon corps, tellement. Mais c'est quand même toujours plus viable et plus constructif que 6 litres de rosé. Il y a rien qui, l'alcool, la drogue ne fait que détruire. Ouais. Ne fait que détruire. Tu vois, après moi, j'ai pas de regrets parce que je me dis que j'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais et ce que j'avais comme arme à l'époque. Ouais. Non, puis ça a forgé qui t'es. Voilà, c'est pour ça moi aujourd'hui. après je regrette certaines choses que j'ai pu dire ou faire sous alcool parce que voilà, on fait pas que des choses super quand on est drogué, mais je regrette, je m'en veux pas de m'avoir imposé ça parce que honnêtement, j'avais pas d'autres trucs. Et c'est pour ça que moi je parle, parce que je veux dire aux gens, vous avez autre chose. Moi, j'ai pas eu la chance d'entendre des témoignages ou des trucs, des gens me dire c'est possible sans, ou d'avoir une voix qui m'apportait l'écho de ce que je ressentais. Il a fallu que j'aille en cure de désintox et en réunion pour l'entendre. Ouais. Ce qui est bien avec le média, c'est que là, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont ce problème, ils savent pas qu'ils vont tomber sur nous, puis tout d'un coup, on est en train de parler et tout à coup, la personne va se dire putain, ça c'est moi. Ouais. Quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et de rire aussi parce que ce qui est fou avec l'alcool et les drogues, c'est que ça peut être extrêmement grave ou pas grave. Si tu arrives à arrêter et que tu n'as pas trop détruit, c'est ça qui est fou. Mm-hmm. C'est que tu peux être dans la pire situation, tu peux être au bord d'une fenêtre, au bord du précipice. Il suffit que tu te dises à cet instant-là, j'arrête. Et toute ta vie redevient belle. Donc, c'est ça qui est fou. C'est que c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué. Oui, cette dualité-là. C'est que c'est juste une décision, mais quelle décision, quoi. Mm-hmm. Mais on peut la prendre à n'importe quel moment. Et donc, moi, quand je vois des témoignages de gens, ou même des gens qui viennent me parler, qui me disent « Mais ouais, mais tu vois pas, ça fait 8 ans que je mets des mines tous les jours, j'ai fait ça. » Oui, mais là, tu peux décider tout de suite de parler de tout ça au passé. Là, tu peux te présenter devant moi en me disant « Je suis alcoolique, je suis en train de détruire ma vie. » Et là, à l'instant, dans une seconde, tu peux me dire « Je suis plus. J'ai arrêté. J'ai détruit ma vie pendant 8 ans et là, maintenant, je vais la reconstruire. » Donc cette chance, elle nous est offerte à tous et à toutes. Ouais. La même situation qui arrive à deux personnes différentes va donner deux résultats différents. Donc, c'est ton approche. Puis c'est ensuite de ça, ça a l'air simple, effectivement, c'est compliqué aussi, mais c'est de se lancer, de se commettre, de s'engager. Puis après ça, c'est une game de constance. Et ça vient, heureusement, toi, en thérapie, comme moi, on a eu des outils qu'on peut voilà, c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Moi, je conseille aux gens d'aller en réunion, même si parce que ça existe aussi pour tout, hein, cocaïne, pour toutes les formes d'addiction, même les addictions affectives, addictions sexuelles, il y a tout qui existe en réunion. Je conseille vraiment aux gens d'y aller, même si ça les aide pas forcément la première fois, ça peut les aider sur la 3e, 4e, 5e ou 10e ou 15e ou 20e. Et puis effectivement, moi j'ai jamais dit que c'était facile, c'est très dur, faut pas se mentir. Après avec le temps c'est de plus en plus simple, on a des automatismes, même si parfois on peut avoir des cravings hyper forts, alors qu'on a l'impression que tout va bien. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est de la discipline. Et je crois aussi qu'il y a un truc, il faut accepter de souffrir. Parce que le discours qui revient le plus souvent chez les gens qui commencent à arrêter,
C'est quand est-ce que je vais me sentir mieux, comment je peux faire pour apaiser le truc. Et en fait, il faut accepter la souffrance. Parce que l'une des choses pour lesquelles on se drogue, c'est parce que la souffrance est intolérable. Parce que peut-être on la ressent plus fort, peut-être que juste on est plus sensible, je ne sais pas, mais c'est vrai que la souffrance nous semble intolérable. Et il faut aussi accepter la souffrance. La vie, c'est aussi parfois souffrir. C'est avoir des jours où ça va pas. C'est avoir des jours où on a envie de mourir et puis on va pas forcément se suicider. C'est juste qu'on a envie de mourir aujourd'hui. Bon, encore une fois, il faut mettre des guillemets à ça parce qu'il y a avoir envie de mourir, l'expression, et puis avoir vraiment envie de mourir. C'est avoir des drames, c'est perdre des gens, c'est se faire tromper, c'est se faire trahir, c'est quitter quelqu'un qu'on aime ou se faire quitter par quelqu'un qu'on aime. Froid. Et de le vivre à froid, parce que c'est la vie, elle est comme ça. Il faut l'accepter, elle est comme ça. Il y a des moments magnifiques, des moments très durs. C'est cliché ce que je dis, mais il y a combien de personnes sur cette terre qui peuvent se dire « je vais vivre tout ça sans un Xanax ». Vous ne dites pas Xanax ici, vous avez ça ? Sans Xanax, sans Morito. C'est très dur de vivre tout ça. J'appelle ça vivre la vie a cappella. Mais c'est très dur de vivre la vie a cappella. Jérémy, c'est fascinant. On a déjà étiré ton temps, mais le mot de la fin, as-tu... Vivez la vie a cappella. Vivez la vie a cappella. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Il y a ton site web aussi où on a toutes tes actualités. Bien sûr, sur Instagram, Twitter, Facebook, on peut me retrouver assez facilement. Puis là, Jean du Québec, là, allez voir son show. Là, vraiment intéressant. Merci infiniment. Beaucoup. J'apprécie. Merci tout le monde d'avoir embarqué dans ce bel épisode de Chiller chez Boulay. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et chaque épisode sort à 18h les dimanches. Bonne journée tout le monde.